tenant compte du temps, je vais essayer de répondre à ces 4 questions rapidement. La première, quel est l'intérêt aujourd'hui de revisiter les états généraux de l'éducation qui datent de plus de 43 ans, c'est-à-dire les états généraux du 28 au 31 janvier 1981. Je vois 3 réponses possibles. Quelqu'un parlait tout à l'heure de conscience historique. Si nous voulons analyser un système éducatif, il est nécessaire de connaître son évolution et son itinéraire. C'est cette connaissance qui permet de le situer dans le présent, de savoir où il en est aujourd'hui et de pouvoir le projeter dans le futur. Une deuxième réponse, c'est que apprendre de l'expérience écoulée est nécessaire en éducation. C'est ce que j'appelle l'approche praxique. Apprendre de l'action écoulée pour pouvoir améliorer l'action suivante. La troisième réponse, c'est qu'il est nécessaire, dans le dialogue sur l'éducation, de disposer de données et de faits probants pour pouvoir rechercher des solutions aux problèmes actuels. Si on ne dispose pas de données et de faits probants, le dialogue sur l'éducation se limite à des échanges d'opinions et de souhaits. Et ces échanges d'opinions et de souhaits ne font pas avancer le système éducatif. C'est la recherche de solutions aux problèmes diagnostiqués de l'éducation qui permet à l'éducation de progresser. Deuxième question. Mais les états généraux de l'éducation, c'était quoi? Et surtout, ce n'était pas quoi? Et je commence par cette deuxième question. Ce n'était pas une réforme quantitative permettant juste d'additionner des structures et d'étendre le système. Ce n'était pas cela. Ce n'était pas non plus une réforme correctrice, c'est-à-dire une réforme qui essayait de voir un peu quels sont les dysfonctionnements du système pour pouvoir les corriger. De telles démarches fonctionnent quand on a un système dont on est satisfait. Quand on est satisfait d'un système, on peut l'étendre, on peut l'améliorer. Mais quand on n'est pas satisfait d'un système, on le remet en cause. Et les états généraux, c'était une remise en cause du système. Pourquoi cette remise en cause? Parce que les états généraux considéraient que le système à l'époque avait une orientation extravertie. Parce que nous avions une école imposée du dehors par la colonisation et qui était orientée selon les objectifs de la colonisation. Et que nous n'avions pas, depuis l'indépendance, essayé de refondre ce système éducatif. Deuxièmement, ce système ne couvrait pas les besoins éducatifs du pays. À peine 50% à l'époque des enfants scolarisables étaient scolarisés. À l'époque. Ensuite, je parle de 1980,
le taux d'analphabétisme dépassait les 50%. Nous étions donc devant un système éducatif qui ne répondait pas aux besoins de la population. Et surtout qui ne satisfaisait pas ce que l'on appelle le droit humain fondamental à l'éducation. Alors, ce rejet ou cette remise en cause devait déboucher sur une refondation, c'est-à-dire avoir de nouvelles bases pour le système éducatif. Donc, un projet de rupture et un projet de refondation, voilà l'objet des États généraux. Quelles étaient les orientations fondamentales pour cette refondation? Premièrement, le type de société que l'on voulait construire. C'est quelle société? Une société sénégalaise, pas une société française, mais une société sénégalaise qui devait tracer sa propre voie de développement en fonction des besoins de sa population, en fonction de ses valeurs et en fonction de sa tradition. Et pour construire une telle société, l'éducation devait former un type d'homme enraciné dans les valeurs, enraciné dans la culture, ayant une forte identité et doté des compétences techniques, scientifiques, capables de transformer le pays dans le sens des aspirations de la population. Voilà ce qui orientait la refondation. Et de ce point de vue, les questions qui ont été posées ont été celles-ci. Pour l'enracinement, la première question, c'était la place des langues nationales dans le système éducatif. Non pas comme objet ou comme matière, mais comme médium ou langue d'enseignement. Deuxièmement, c'était les contenus éducatifs. Les contenus éducatifs devaient être ancrés dans les problématiques de la société sénégalaise. Quels sont les problèmes de santé qui se posent aux Sénégalais et comment l'école peut préparer les Sénégalais à ces problèmes de santé? Quels sont les problèmes d'environnement? Quels sont les problèmes sociaux? Identifier les problèmes qui sont les vrais problèmes de la société sénégalaise et comment l'école peut préparer à répondre à ces problèmes. Ensuite, la question de la démocratisation. La démocratisation signifiait une prise en charge conséquente du droit à l'éducation. Et cette prise en charge conséquente, vous savez ce que ça se traduit. D'abord, une obligation. L'obligation scolaire, c'est une obligation pour le gouvernement, c'est une obligation pour les familles. Deuxièmement, c'est l'universalisation. C'est-à-dire que tant que tous n'ont pas droit à l'éducation, vous n'avez pas respecté le droit fondamental à l'éducation. Le droit fondamental à l'éducation est respecté dans la mesure où l'éducation devient universelle. Si elle n'est pas universelle,
il y a des gens qui sont laissés pour compte. Troisièmement, c'est l'effectivité. L'effectivité du droit à l'éducation, c'est qu'on est entré à l'école pour apprendre. Si on n'apprend pas, il n'y a pas une effectivité du droit à l'éducation. La réussite des apprentissages pour tous fait partie du droit à l'éducation. Ceci dit, permettez-moi rapidement de passer aux éléments de transposition de tous ces principes. D'abord, on a mis en place un cadre légal, la loi d'orientation 91-22 que vous connaissez tous, qui a permis de mettre en place un nouvel organigramme de l'éducation. Et ce nouvel organigramme, avec un cycle fondamental, un cycle secondaire et professionnel et un cycle supérieur, a une logique sous-jacente. La logique sous-jacente, c'est que le droit à l'éducation devient une obligation jusqu'à 16 ans. Tout enfant a droit à une éducation scolaire jusqu'à 16 ans. Et c'est pourquoi l'enseignement moyen est entré dans le cycle fondamental pour justement rendre effectif ce droit à l'éducation. Et ceci aussi permet de définir un socle commun de compétences de base que tout citoyen sénégalais doit avoir et qui s'écoule dans les 10 ans, que tout Sénégalais doit avoir. Le problème des contenus d'enseignement a été également posé. Et c'est dans l'enseignement polyvalent, d'abord. L'enseignement polyvalent qui doit être au niveau du cycle de base est un enseignement qui doit articuler théorie et pratique, école et milieu, et permettre, justement ce qu'on disait tout à l'heure, à l'éducation d'être en articulation avec les problématiques réelles de la société et d'être en interaction constante avec ces problématiques. Je termine par les questions de mise en œuvre. Lorsqu'on est allé à la mise en œuvre, sont venues ce qu'on a appelé les classes pilotes en 1987. Et ces classes pilotes avaient pour principale innovation la pédagogie par objectif ou l'approche par objectif. Et en plus, on y a ajouté les classes à double flux et les classes multigrades. Regardez les classes pilotes. Les langues nationales n'y ont pas eu la place qui était prévue. On a tenté dans quelques classes pilotes de mettre en place un enseignement des langues nationales comme matière, pas comme médium, comme matière. Et l'enseignement polyvalent, qui devait être l'essentiel dans la démarche, c'est l'ingénierie pédagogique qui l'a remplacé. Alors, quels sont les principaux enseignements qu'on peut tirer d'une telle expérience? Très rapidement. Premièrement, la question du temps en matière de changement en éducation. Le changement en éducation demande un temps long. Vous voyez, 1981, la tenue des États généraux.
1984, le dépôt des conclusions. 1991, 10 ans après, le cadre légal de la réforme. 10 ans après, le cadre légal. Et finalement, on se demande où se trouve les cadres des États généraux. En fin de compte. Deuxième enseignement après le temps long. Le temps long est normal. Un changement en profondeur dans l'éducation se fait dans la durée. Ce n'est pas un bing-bang. C'est dans la durée. La deuxième chose, c'est que pour que ce changement se fasse dans la durée, le dialogue entre toutes les parties prenantes est absolument nécessaire. C'est ça que montrent les États généraux. Ce dialogue, il est absolument indispensable. Le dialogue entre les parties prenantes. Parce que c'est ce dialogue qui peut conduire au consensus et à l'acceptabilité sociale de la réforme ou du changement. Et c'est ce dialogue, s'il est national, qui permet aussi, au-delà des alternances politiques, de pouvoir continuer la réforme. Parce qu'il y a eu consensus national solide, y compris entre les partis politiques. Autre enseignement, c'est l'importance du leadership politique. Nous avions tenté les États généraux avant 1981, sans le gouvernement. Ça veut dire qu'il n'est pas possible de transformer un système éducatif sans l'aval du leadership politique au plus haut niveau de l'État. Ce n'est pas possible. Nous avons essayé. Mais c'est utile. Pourquoi c'est utile? Parce que ça laisse la pression sur ce leadership politique pour qu'il évolue. Et effectivement, il a évolué. Il a évolué. Et donc, il faut tenir compte de ça. Le leadership politique est important aussi parce que la décision lui appartient. S'il n'y a pas de décision, on ne marche pas. S'il n'y a pas de loi d'orientation, il n'y a pas de cadre légal de mise en œuvre de la réforme. Deuxièmement, parce que c'est lui qui doit arbitrer les ressources, donc affecter à la conduite du changement les ressources dont il a besoin. S'il n'y a pas de ressources, la conduite du changement n'avance pas. Et troisièmement, parce que c'est lui qui doit mobiliser le cadre institutionnel, l'administration et tout cela pour qu'elle se mette en œuvre en appui à la conduite du changement. C'est pourquoi le leadership politique engagé dans l'éducation est absolument indispensable. Mais avec ce leadership politique, autre nécessité, le portage social. Si le projet de transformation se limite au leadership politique au plus haut sommet de l'État, sans portage social, rien ne se passe. Le portage social, à l'époque, était au niveau du syndicat, qui jouait le rôle non seulement de vigilance, d'alerte, de veille et de suivi. Et c'est pourquoi nous avons perdu la bataille des États généraux dès que le Sud-Est a été cassé. Oui, et c'était l'enjeu. C'était bien l'enjeu. Dès que le Sud-Est a été cassé, parce que c'était la principale force de portage de la refondation, la bataille était perdue. Et
c'est valable encore aujourd'hui. Si on ne mobilise pas des forces sociales capables de pousser vers la transformation, il n'y aura pas de transformation, même s'il y a une volonté politique. La volonté politique doit se reposer sur des forces sociales. Dans tous les pays du monde où vous avez vu une transformation, l'État mobilise des forces sociales pour pouvoir faire avancer son propre projet de transformation. Dernier élément, l'accompagnement scientifique et technique. Un projet de transformation d'un système éducatif, s'il n'est pas accompagné par des recherches et par des évaluations, n'aboutit pas. Cet accompagnement scientifique et technique est absolument nécessaire. Nécessaire du point de vue des évaluations périodiques, nécessaire à partir des questionnements qui se posent et où la recherche doit contribuer, mais nécessaire aussi dans le pilotage en termes d'une équipe charpentée de recherche-action capable dans le pilotage de pouvoir soutenir les actions qui avancent sur le terrain. Je vous remercie.